Alors, la mise en œuvre de la méthode du coût objectif. La fixation d'abord du prix de vente. Alors, quel est le principe? L'étude du marché du produit en projet conduit à la détermination du prix de vente et des prévisions de vente en volume. Alors ça, encore une fois, dans le cadre de ce cours, il ne s'agit pas de faire un cours sur, parce que ce n'est pas au programme de cette UE, sur les études de marché. D'accord? Mais évidemment, c'est l'étude de marché qui va nous aider à déterminer un prix de vente. Vous comprenez, c'est-à-dire un prix de vente que le public considère comme étant acceptable. Il s'agit bien de ça, on est bien d'accord. Je vous rappelle là aussi que nous sommes essentiellement, évidemment, sur un nouveau produit. Okay, c'est un prix prévisionnel qui évoluera au cours du cycle de vie du produit. La prévision doit dès maintenant porter sur la durée du cycle. Ça aussi, c'est très important. Quand on crée un nouveau produit, on va travailler là-dessus sur sa durée de vie. Entendez bien, parce que là, vous n'écoutez pas. On travaille, ça c'est un piège monstrueux, je vous le dis, dans le cadre d'un examen. C'est-à-dire qu'évidemment, dans la vie du produit, en général, au moment de l'innovation, c'est un produit nouveau, il est beaucoup plus élevé. Et puis après, au fur et à mesure du temps, ne serait-ce que parce que la concurrence arrive, ou on prévoit qu'elle va arriver, on diminue le prix. Donc on va nous raisonner sur un prix moyen sur plusieurs années. Alors vous avez des exos où il y a moins d'ambiguïté parce qu'on vous donne des évolutions sur plusieurs années. Vous aurez d'autres cas où on ne vous parle pas d'évolution sur les autres années. Donc il faut s'adapter. Mais je veux dire, dans le monde réel, on travaille plutôt sur la durée, le cycle de vie du produit. Donc c'est un prix prévisionnel qui évoluera au cours du cycle de vie du produit. La prévision doit dès maintenant porter sur toute la durée du cycle. On va prendre un exemple. L'entreprise Electro étudie le projet d'un nouveau modèle de la vaisselle. Il est prévu de vendre ce produit pendant 3 ans, après quoi la pression des concurrents et l'innovation technique obligeront à le remplacer par un modèle plus moderne. L'étude de marché montre que le prix pourra être fixé à 900 € pour la première année de commercialisation. Ce prix est relativement élevé, mais l'appareil bénéficiera d'un effet de nouveauté face à une concurrence qui propose des modèles plus anciens. En clair, l'étude de marché nous a donné comme information que sur un produit comme ça, la première année, qui est nouveau, etc., le public accepterait de payer 900 €. C'est ça l'idée, D'accord. Mais dès la deuxième année, le prix sera ramené à 740 € pour résister aux nouveaux produits concurrents qui apparaîtront sur le marché. Les prévisions de vente portent sur 50 000 appareils la première et la deuxième année, 30 000 appareils la troisième année. Alors donc, on peut faire un tableau, regardez bien, tout simple, toujours pareil. Là, de grâce, comme je vous dis toujours, vous me faites bien des tableaux pour expliquer plutôt que des longues phrases. Donc là, on travaille sur 3 années. Le prix 900, 740, le prix 740. Ah, dans la troisième année, c'est 740 aussi. On descend quand même pas 74, soyons clairs. Ok, sinon il y aurait une sacrée concurrence. Excusez-moi. Les quantités, donc 50 000, 50 000, 30 000. Donc le chiffre d'affaires, vous voyez, d'accord. Pour une quantité totale de 130 000, un chiffre d'affaires sur 3 ans de 104 200. Donc, ce qui fait qu'un prix de vente moyen qui est égal à 802 €. D'accord? Vous allez voir. Attention, ça, c'est pas encore le coût cible. Ça, c'est le prix de vente moyen sur la durée de vie du projet. Maintenant, il faut fixer la marge, puisque je vous rappelle que nous avons dit au départ que le coût cible, c'est le prix de vente moins la marge. D'accord? Fixation de la marge. Alors, le plan des profits à moyen terme au niveau de l'entreprise, ça dépend des options stratégiques qui concernent le rythme et le mode de croissance, le mode de financement et la stratégie commerciale. Donc, une quote-part du profit global planifié est attribuée à chaque produit et constitue sa marge cible, bien entendu. Donc, la marge cible couvre non seulement les profits, mais aussi les charges indirectes liées à l'existence même de l'entreprise. C'est-à-dire les frais de siège, les gestion des ressources humaines, la recherche fondamentale, enfin ça dépend sur quel type d'entreprise on travaille, mais il faut que cette marge cible couvre tout. Vous comprenez bien, avant prise en compte et après prise en compte, les deux bien entendu, de toutes les charges indirectes. Alors ces charges ne sont pas modifiées par les décisions concernant les produits. La marge cible est susceptible de variations pendant le cycle de vie du produit, exactement comme nous l'avons vu pour le prix de vente. On prend un exemple. L'entreprise Electro a un objectif de profit global de 20% du chiffre d'affaires. Vous voyez, ça c'est la marge cible. Ce pourcentage représente le bénéfice et les charges administratives. D'accord? Alors tout existe dans le cadre d'un examen, quand vous avez compris ça. On peut vous dire que c'est 30% la marge du chiffre d'affaires, mais
avant prise en compte des charges indirectes. Tout existe d'administration, hein. Après on s'adapte, bien sûr. Il représente la moyenne entre la marge cible de 30% des produits nouveaux, qui constitue un tiers du portefeuille de produits, et la marge cible de 15% attribuée aux produits plus anciens. La prévision de marge de la vaisselle dont nous avons parlé, on peut la présenter sous forme de tableau à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire, les années 1, 2, 3, les chiffres d'affaires dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous voyez les taux de marge, 30%, 15%, 15%. Donc les marges en euros année par année. Et regardez bien, ça veut dire que sur les 3 ans, la marge totale sera de 22 380 €, ce qui représente un taux de marge moyen de 21,48%. Attention, ça veut dire que les 21,48%, vous ne pouvez les calculer qu'à partir du chiffre d'affaires total sur les 3 ans et des marges en cas euros totales sur les 3 ans. On est bien d'accord au niveau du principe, puisque c'est une moyenne en fait, hein, on est d'accord. Donc le taux de marge moyen d'un produit particulier peut être différent du taux global de l'entreprise. Donc ici, la marge cible moyenne est donc égale pour ce lave-vaisselle à 802 €. Vous vous souvenez, c'était le prix moyen sur les 3 ans, multiplié par 21,48%, qui est la marge cible moyenne sur les 3 ans. Donc, ça veut dire que cette marge cible est donc égale à 172 €. Et donc, le coût cible, le principe, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le prix moins la marge cible. Les deux termes de cette différence sont des moyennes, encore une fois, hein, c'est ça aussi qu'il faut bien intégrer. Donc des moyennes qui couvrent tout le cycle du produit. Le coût cible est donc relatif à toute l'étendue de cette période. Et ce coût cible est ensuite décomposé en coût cible particulier pour chaque sous-ensemble du produit. Alors par exemple, d'accord, le coût cible d'un lave-vaisselle, c'est 802 € moins 802 €. Le prix de vente moyen sur les 3 ans, moins 172 € la marge cible, ça fait 630 €. Eh bien, alors évidemment, là aussi, nous y reviendrons, ça, quand on fera l'analyse de la valeur. Vous voyez ce qu'on fait après ? On y reviendra tout ça, ça devrait vous intéresser. On décompose le produit, d'accord, qu'est-ce qu'il y a dans ce produit, évidemment ? Le moteur, le programmateur, la cuve, l'isolamphonique, l'habillage, l'adoucisseur, etc., etc. Et on définit, si vous voulez, une importance pour chacun de ces éléments, d'accord, en fonction du prix total. Par exemple, le moteur pompe, c'est 35% du total, le programmateur, c'est 25% du total, etc. Comme on sait que c'est 630 € le coût cible, eh bien, ça veut dire que donc le moteur pompe devrait coûter 221 €, que le programmateur devrait coûter 158 €, etc., etc. Ça va, vous comprenez le principe ? Alors évidemment, vous verrez ça quand on fera ça, et c'est vraiment, je trouve, très intéressant, où ça va être le coût cible. Par exemple, le moteur pompe devrait coûter 220 €, et nous, le coût estimé, vous vous souvenez, chez nous, tel qu'on le voit, on est à 250 €. Donc ça veut dire qu'on dépasse, vous voyez, et toute la réflexion, tout le travail va consister à essayer de voir comment on peut passer de 250 à 221, si c'est possible. D'accord ? Il arrive quelquefois dans le monde réel qu'on n'y arrive pas. On peut être amené, puisqu'on fait tout ça en amont, la conclusion, ça peut être on ne peut pas faire ce produit parce que on n'arrive pas en clair, à lutter contre la concurrence, par exemple. D'accord ? La détermination du coût estimé. Alors, la composition des coûts estimés, les coûts estimés comme les coûts cibles doivent couvrir toute la durée du cycle du produit. Ils comprennent toutes les charges influencées par les choix dans la conception du produit, les coûts directs des matières premières et des composants, les coûts indirects fonction de la durée des opérations, de la fréquence du lancement des séries, la complexité du produit, de la standardisation de ses composants, des exigences de qualité, enfin, toutes les charges indirectes possibles et inimaginables. Les méthodes d'estimation. Alors, l'estimation prévisionnelle des coûts fait appel à 3 types de méthodes, ce qu'on appelle les méthodes paramétriques, les méthodes analogiques et les méthodes analytiques. Alors, les méthodes paramétriques. Alors, les méthodes paramétriques reposent sur la corrélation entre les coûts et les paramètres physiques du produit. Oui, ça, vous savez le faire, en fait. Ça, c'est bien des grands mots pour dire le poids, la dimension, la puissance.
D'accord, parce que ça, on le sait, la puissance, c'est tant de watts multiplié par, voilà, hein, c'est des grands classiques. L'étude statistique de corrélation est menée à partir de l'observation des coûts et des caractéristiques physiques des produits existants. Oui, je fais quand même une petite parenthèse, bien sûr. Hein. Là, on travaille sur ce genre de choses essentiellement dans l'industrie et dans les grandes entreprises, bien sûr. Par exemple, on a observé les couples de valeurs coût et puissance sur une dizaine de modèles de moteurs électriques. Après ajustement, la relation C égale 96 plus 1,2 P a été établie, où C désigne le coût du moteur et P sa puissance. D'accord ? Le moteur prévu sur le lave-vaisselle, ayant une puissance de 120 €, son coût estimé à 96 plus 1,2 fois 120, c'est-à-dire 240 €. Vous voyez, c'est pour vous montrer que on fait appel à des méthodes statistiques, s'il le fallait, pour déterminer ce genre de choses. Il y a aussi des gens où ça ne se passe pas comme ça, on ne fait pas de statistiques, parce qu'on connaît directement le coût. Il ne faut pas non plus se raconter d'histoires. Cette méthode est simple et rapide, mais assez grossière. Elle peut être utilisée pour une première approximation du coût dans la phase préliminaire de l'étude. Donc ça, c'est les modèles paramétriques. Méthode analogique. Les méthodes analogiques prennent comme point de départ le coût d'un produit existant analogue au produit nouveau. On évalue ensuite le coût des modifications à apporter au produit nouveau par rapport au produit existant. Par exemple, notre entreprise, elle produit déjà actuellement un lave-vaisselle dont le coût unitaire aujourd'hui est de 580 €. Ce lave-vaisselle offre 2 programmes de lavage et ses nuisances sonores s'élèvent à 50 décibels. Le programmateur P4, donc c'est le nouveau modèle prévu pour le nouveau lave-vaisselle, lui offrira 4 programmes et le bruit sera réduit à 42 décibels, donc passera de 50 à 42 grâce à une meilleure isolation. Le programmateur P4 a un coût estimé de 164 €, alors que le coût du programmateur du lave-vaisselle L450 n'était que de 80 €. L'isolation pour 42 décibels aurait un coût de 35 €, alors que l'isolation de 50 décibels ne coûte que 16 €. Donc le coût estimé du lave-vaisselle est égal à 580 plus, regardez bien, 164 moins 80 plus 35 moins 16, ça fait 683. Donc vous voyez, en fait, il ne faut pas non plus chercher des complications là où il n'y en a pas. On peut utiliser juste le bon sens. J'ai déjà un produit, d'accord, qui existe, mais je veux l'améliorer. Le problème, c'est que vous comprenez bien que quand j'améliore, en général, eh ben, j'augmente du coup le coût. Vous comprenez ? Est-ce que c'est clair ? Parce que souvent, vous avez des problèmes comme ça. Vous verrez, je vous avais en ligne ce type de problème avec des aspirateurs, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord qu'un aspirateur, normalement, logiquement, on va dire, plus il est silencieux, plus il coûte cher. Oui, ça n'a pas l'air de vous... D'accord, ok, d'accord. Ça paraît logique. Et pourquoi ? Ben parce que ça veut dire qu'il y a une meilleure isolation, ce qui est exactement la même chose pour vos voitures. Là, vous comprenez mieux, là. D'accord ? Ok, c'est pareil. Si vous voulez une trapanelle, d'accord, où le moteur est carrément sur vos genoux, ça coûtera probablement moins cher qu'un véhicule d'une marque étrangère, par exemple, au hasard, et qui est très isolé. Voilà, ça fait partie, évidemment, des surcoûts, tout ce qui est isolation. Vous voyez, il y a des choses qui sont mesurables assez facilement. Cette méthode, donc, comme la précédente, suppose que le produit en projet ne comporte pas trop d'innovation pour que sa technologie soit comparable à celle des produits existants. On est d'accord ? Je suis en train de vous dire, attention, on ne peut pas appliquer cette méthode analogique à tout. Encore faut-il qu'il y ait un produit à peu près comparable qui existe et que l'on veut développer en mieux, bien entendu. Les méthodes analytiques maintenant sont fondées sur l'analyse technique détaillée du produit nouveau. L'étude technique détermine quels sont les inducteurs ou les unités d'œuvre, du coût du produit, nombre d'heures d'usinage, la taille des séries, le nombre de composants, etc., etc. D'accord ? Par ailleurs, la comptabilité de gestion informe sur les coûts unitaires des inducteurs ou coûts des unités d'œuvre. Alors vous pouvez utiliser la méthode ABC, vous vous souvenez, dont nous avons parlé, ou la méthode des coûts complets, par exemple, pour déterminer le coût prévisionnel. Bien entendu, la validité des résultats dépend du soin apporté à choisir les inducteurs ou les unités d'œuvre pertinents. Mais encore une fois, ça, c'est pas lié à la méthode ABC, à la méthode, des coûts cibles, excusez-moi. Ça, c'est lié, nous en avons déjà parlé, des différences entre la méthode dite
des coûts complets, par exemple, et la méthode ABC, qui est aussi une méthode de calcul des coûts complets, mais qui est plus fine, mieux adaptée en général à la réalité. Donc, évidemment, ça se retrouve dans les coûts cibles. Puisque le coût cible, c'est quand même très important, vous imaginez quand même. J'espère que vous êtes convaincus de ça. Puisque c'est le coût vers lequel vous devez tendre avant de lancer la production. Donc, si vous vous trompez là, vous risquez, vous imaginez, soit d'avoir un coût cible qui, en fait, est irréalisable, soit vous êtes beaucoup plus cher, et du coup, vous aurez du mal à vendre par derrière. D'accord ? Donc, elles exigent que l'on dispose déjà d'informations détaillées sur le nouveau produit. Les méthodes analytiques supposent donc que la conception du produit ait été largement ébauchée au préalable. Encore une fois, ça veut dire ça, comme je vous le dis souvent, que le contrôleur de gestion, s'il était besoin de vous le préciser, ne peut rien faire tout seul. Et que là, c'est pas forcément. Vous avez besoin de contrôleur de gestion, vous savez calculer des coûts, mais c'est pas vous qui connaissez les puissances de ce dont il y a besoin, etc., etc. Donc c'est un travail évidemment en collaboration avec les autres partenaires de l'entreprise. L'optimisation du coût. Optimisation de conception. L'écart entre le coût cible et le coût estimé doit être résorbé dès la conception du produit. Les actions d'optimisation du coût étudiées à ce stade constituent l'optimisation de conception. L'analyse de la valeur, encore une fois, c'est ce que nous verrons dans un cours prochain, l'analyse de la valeur est la technique de base pour rapprocher le coût estimé du coût cible sans diminuer sensiblement le prix que les clients seront disposés à payer. Alors, ça, c'est évidemment très important. Entendez bien, l'analyse de la valeur, c'est ce qui devrait permettre de faire coïncider le coût estimé, qui en général est plus élevé que le coût cible. Comment on fait ? On verra. C'est une technique assez simple à mettre en place une fois qu'on a compris. Quand je dis assez simple dans le cadre d'un examen. Dans la réalité, il y a beaucoup d'études statistiques, d'études de marché, etc. C'est donc très lourd. Hein. Exemple. Une étude de marché a montré que les clients se satisferaient assez facilement d'un lave-vaisselle à 3 programmes de lavage. Je vous rappelle qu'au départ, on partait sur 4. Hein, d'accord ? Le prix de vente ne diminuerait que de 20 € si on abaissait de 4 à 3 le nombre de programmes. Il existe déjà un modèle de programmateur P3 à 3 programmes et son coût ne serait que de 110 € s'il était retenu pour le nouveau lave-vaisselle qu'on veut lancer, car la production du programmateur P3 bénéficierait de l'allongement des séries. Très bien. Ça, c'est exactement ce qui se passe dans les voitures. Par exemple, des voitures nouvelles qui réutilisent la base ou la conception de la base d'une ancienne voiture. Ça, c'est un grand classique. Hein. Rappelons que le coût cible du programmateur est 158 €, alors que le coût estimé du programmateur est 164 €. Eh bien, l'écart entre le coût estimé et le coût cible du programmateur, c'est donc 164 moins 158, ça fait 6 €. Donc, l'adoption du programmateur de P3, si on prenait ça, ça réduirait l'écart de combien ? Eh bien, on diminue le coût du programmateur de combien ? De 164 moins 110, ça fait 54. Et, comprenez bien, ça a une incidence de la diminution du prix de vente sur le coût cible. Et oui, parce que c'est 20 multiplié par 100% moins 21,48, bien entendu. Ce qui diminue de 16 €, ce qui va permettre, en fait, de réduire l'écart au total de 38 €. Est-ce que vous êtes d'accord que dans ce cas-là, ça serait super ? Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça dans la réalité, puisque là, ça veut dire que la réduction de prix obtenue juste en changeant le programmateur est supérieure à la diminution que on devait obtenir, c'est-à-dire, rappelez-vous, 6 €. D'accord ? Donc, c'est plus qu'il n'en faut pour résorber l'écart de 6 € concernant le programmateur. Alors, il y a d'autres techniques également qui sont utilisées, telles que la réduction de la variété, alors différenciation retardée, standardisation des composants, ou le marketing d'achat, réduction du nombre de fournisseurs, sélection de fournisseurs garantissant la garantie, les livraisons juste à temps, améliorer la gestion de stock, etc., etc. Encore une fois, vous voyez, ça fait appel, les coûts cibles, ça fait appel à plusieurs, j'allais dire, activités différentes, et ça met en place des ressources différentes dans l'entreprise. On ne s'intéresse pas uniquement aux coûts d'achat traditionnels, coûts d'achat, fiches de stock, coûts de production, etc., etc. On intègre les différentes composantes. Le contrôle des coûts. Alors,
Une fois achevée la phase de conception, la production du produit est lancée. OK. Alors, je dis ça en admettant qu'on y soit arrivé, hein, bien sûr. L'optimisation des coûts doit se poursuivre pendant la phase de production. La maintenance des coûts veille à ce qu'il n'y ait pas de dérive des coûts réels par rapport aux coûts qui avaient été planifiés. La réduction continue des coûts s'efforce de réduire encore les coûts au-delà de ce qui avait été initialement prévu. Oui, c'est-à-dire que vous imaginez bien, dans le monde réel, que si vous arrivez, en tant que contrôleur de gestion, à passer du coût estimé au coût cible, qu'est-ce qui va se passer rapidement dans l'entreprise? On va vous demander d'améliorer encore la productivité et donc la marge, en fait. Hein, on est bien d'accord. Hein, en général, c'est comme ça que ça se passe. Exemple, il avait été prévu d'employer 300 personnes pour monter le lave-vaisselle X500, donc le nouveau. Pendant la première année de production, ces personnes ont bénéficié d'actions de formation qui ont amélioré leur productivité. Au début de la deuxième année, l'effectif du personnel du montage de ce nouveau lave-vaisselle a pu être diminué de 25 personnes qui ont été employées sur une autre ligne en sous-effectif. Le coût d'un salarié est de 30 000 € par an, mais la formation coûte 200 € par salarié. Donc, la réduction du coût est la suivante. Suppression de 25 postes de travail pendant 2 ans. 30 000 fois 25 fois 2, ça fait 1,5 million. On retire le coût de la formation. 200 fois 300, ça fait 60 000. Ça fait une réduction nette de 1 440 000, soit pour 130 000 appareils, 11 € par lave-vaisselle. Vous voyez, ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite quand on rationalise les données. D'accord ? Et les économies décidées pendant la phase de conception s'élèvent à analyse de la valeur des programmes 38 €, réduction de la variété 6,60 €, ça fait un total de 44,60 €. Pendant la phase de production, seule une économie supplémentaire de 11 € a été décidée. Alors ça montre que la grande partie des coûts est prédéterminée par les décisions prises avant le début de la production. C'est évidemment dans la plupart des cas, l'incidence la plus importante vient de ce qu'on a décidé avant le début du lancement de la production.